9 décembre 2019. 47 touristes font une excursion sur un volcan actif en Nouvelle-Zélande, au milieu de l'océan Pacifique. Ils ont payé pour ça. Ils se promènent sur l'île et prennent des photos. Mais en l'espace de quelques secondes, tout bascule. Et 2 minutes plus tard, 22 d'entre eux sont morts. Voici l'histoire terrifiante de la catastrophe de White Island. Vous êtes prêts? Go! Imaginez une île, petite, isolée, à 48 km de la côte nord-est de la Nouvelle-Zélande. Une île que vous ne pouvez pas rejoindre sans autorisation spéciale. Une île sur laquelle personne ne vit de façon permanente. Et pourtant, plus de 10 000 personnes font le déplacement chaque année pour la visiter. L'île volcanique de Whakaari, White Island, a été découverte par le capitaine Cook en 1769. Elle est le système volcanique le plus actif de Nouvelle-Zélande. 70% de son édifice se situe sous l'océan, ce qui en fait la plus grande structure volcanique du pays. En surface, c'est une petite île sauvage, à 2 stratovolcans imbriqués qui culminent à 321 mètres d'altitude. Elle dégage des gaz en permanence. Elle a des lacs acides et est couverte de soufre. C'est objectivement un endroit fascinant. Et fascinant, ça fait vendre des excursions. Depuis 1953, l'île volcanique de Whakaari, White Island est devenue une réserve privée. Mais des opérateurs touristiques emmènent des visiteurs en bateau ou en hélicoptère pour des excursions de quelques heures. Le tout pour environ $250 néo-zélandais le billet. Et le business tourne bien. Très bien même. En 2019, la société gestionnaire de l'île engrangeait un bénéfice annuel d'environ $1 million néo-zélandais grâce au tourisme. Mais voilà, ce n'est pas n'importe quelle île. C'est un volcan. Un volcan très actif, qui a déjà été en éruption dans le passé. Ces éruptions ont projeté de la vapeur, du gaz, de la boue et des cendres. Et elles n'ont jamais tué personne. Du moins jusqu'ici. Le 9 décembre 2019 au matin, il fait beau sur la baie de l'Abondance. À Tauranga, un port de la côte nord de la Nouvelle-Zélande, un paquebot colossal a jeté l'ancre. C'est l'Ovation of the Seas, un navire de la compagnie Royal Caribbean. Le paquebot est en pleine croisière de 12 jours autour de la Nouvelle-Zélande. À bord, des milliers de passagers, des familles australiennes en vacances, des couples en lune de miel, des gens qui ont économisé pendant des mois pour ce voyage. Et parmi les excursions proposées à terre ce jour-là, il y en a une qui fait rêver. La visite de White Island, le volcan actif au large des côtes. Une aventure, dit la brochure. 38 passagers du navire s'inscrivent pour cette excursion. Certains partent en bateau avec la société White Island Tour et d'autres en hélicoptère avec la compagnie Volcanic Air. Ils arrivent sur l'île par vagues successives dans la matinée et en début d'après-midi. Laissez-moi maintenant vous présenter quelques-unes de ces personnes, parce qu'elles sont au cœur de ce qui va suivre. Il y a par exemple Aidan Marshall Heinemann, guide touristique local depuis 15 ans. Aidan adore faire découvrir Whakaari à ses groupes. Et l'homme est décrit par beaucoup de monde comme gentil et aimant. Il laisse par exemple régulièrement $5 à l'épicerie du coin pour payer la prochaine personne qui ne pourrait pas se permettre ses courses. Ce matin-là, Aidan encadre un groupe de 21 touristes sur l'île. Sur l'île, il y a aussi Kelsey Waghorn, 25 ans, biologiste marine et guide expérimenté. Elle guide le premier groupe de 19 passagers. Il y a aussi Tipen Mangi, 24 ans, un jeune guide passionné de culture maori. C'est lui qui assiste Aidan. Et puis il y a les touristes, des familles entières, comme les Langford, une famille australienne qui fait une croisière sur l'Ovation of the Seas. Anthony, le père de 51 ans, sa femme Christine et leurs 2 enfants Jess et Winona, âgés de 19 et 17 ans. Une autre famille australienne, les Browitt, participe aussi à l'excursion. Paul, le père, est venu avec ses 2 filles, Crystal 21 ans et Stéphanie 23 ans. Parmi les autres touristes, citons Matthew Urey et Lauren Barham, un couple de jeunes mariés américains originaires de Richmond en Virginie. Ils passent leur lune de miel à bord du paquebot Ovations of the Seas. Et ils ont acheté une excursion sur l'île, comme la plupart des autres participants. Au total, 47 visiteurs débarquent sur White Island ce jour-là, dont 24 Australiens, 9 Américains et 5 Néo-Zélandais. Les autres proviennent d'Allemagne, de Grande-Bretagne, de Chine et de Malaisie. Ce matin-là, les touristes marchent sur le flanc d'un volcan actif, casque et masque à gaz en main. Et ils sont émerveillés par le paysage lunaire qui s'étend sous leurs pieds. La plupart prennent des photos et certains des selfies.
Et selon l'une des touristes australiennes qui témoignera plus tard, c'est juste une sortie décontractée. À 14 heures, les groupes sont répartis entre le cratère et la jetée. Et personne ne se méfie de rien. Un groupe de touristes va même tout près du bord du cratère qui abrite un petit lac. Rien d'anormal n'est à signaler. Mais il y a tout de même une chose inhabituelle. L'eau du lac, qui est d'habitude bleu turquoise et qui est blanche ce jour-là. Il s'en échappe même beaucoup de fumée, le signe d'une activité. Mais ce volcan est toujours actif. Et personne ne s'inquiète vraiment de cette situation, à commencer par les guides qui sont déjà venus sur place des centaines de fois sans aucun problème. Les visiteurs prennent des photos sur place, font des selfies, et à cet instant-là, ils n'ont pas la moindre idée de ce qui va se passer quelques minutes plus tard. À 14h11, le mont Wakiri White Island entre brièvement en éruption. Mais il n'y a aucun grondement précurseur, aucune secousse préalable assez forte pour alerter. Et tandis que des touristes sont toujours sur place, ils voient un étrange nuage noir sortir sans bruit du cratère. Ils le prennent alors tous en photo ou le filment même. Et la scène est très étrange. C'est comme si ce nuage noir bizarre sortait comme au ralenti. Seulement, on entend tout à coup un grondement sourd. Et en une fraction de seconde, le cœur du volcan libère une pression colossale. C'est ce qu'on appelle une éruption phréatique. La libération d'une quantité gigantesque de vapeur et de gaz volcanique qui provoque une explosion. L'explosion crache des rochers et des gaz toxiques et projette un panache de cendres qui monte jusqu'à environ 4 km dans les airs. Mais le plus meurtrier, ce n'est pas ce qui monte. C'est ce qui se répand horizontalement au sol. Un nuage de vapeur brûlante, de cendres, de gaz sulfureux et de particules incandescentes qui balaient tout sur son passage. Et à cet instant-là, la situation bascule dans le chaos total. Certains courent, d'autres tombent, et beaucoup ne se relèveront pas. L'éruption dure environ 2 minutes. 2 minutes qui semblent interminables et qui transforment l'île en enfer. Au large, sur les bateaux de tourisme qui venaient de quitter l'île, les passagers voient le panache monstrueux de cendres s'élever. Une scène impressionnante qui montre la puissance de la catastrophe. Un des bateaux essaye de distancer le nuage de cendres avant que de nombreuses personnes à bord ne remarquent une foule de gens qui ont besoin d'aide sur la jetée. Le bateau fait finalement demi-tour. Et c'est là que commence quelque chose d'extraordinaire. Des civils, des touristes, des gens qui venaient juste de quitter l'île par chance ou par timing, décident de retourner sur place. Les équipages des bateaux de White Island Tour récupèrent des survivants sur la jetée et dans l'eau. Et ils vont sauver pas moins de 23 personnes. Ceux qui montent à bord sont pris en charge par les autres passagers qui utilisent leurs bouteilles d'eau, leurs vestes, leurs vêtements, des inhalateurs pour essayer de les sauver. Et ils font juste ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Geoff Hopkins est l'un d'eux. Il est sur un bateau qui vient de quitter l'île quand l'éruption se produit. Lui et sa fille, tous deux formés au premier secours, se transforment en secouristes de fortune. Et c'est là qu'ils rencontrent le couple Uri Barham, les jeunes mariés américains couverts de brûlures. Pendant ce temps, dans les airs, des pilotes d'hélicoptères commerciaux prennent une décision qui va à l'encontre des ordres reçus. Les équipes de secours aériennes ont reçu la consigne de ne pas se rendre à White Island et d'attendre les victimes à Whakatane. Mais plusieurs pilotes de la compagnie Volcanic Air ignorent ces ordres. Et au contraire, ils foncent sur l'île encore active et dangereuse pour chercher des survivants. Ils vont même effectuer plusieurs rotations et réussir à récupérer 12 personnes supplémentaires. L'un de ces pilotes, Mark Lowe, atterrit dans un décor de fin du monde et réalise qu'il n'y a plus âme qui vive. Il n'y a plus personne à sauver. Plus aucun survivant. Les cendres recouvrent tout. Dans les heures qui suivent, les secours affluent à l'aéroport de Whakatane. Les blessés arrivent couverts de cendres et de brûlures. Et certains n'ont plus d'eau sur des parties entières du corps. Stephanie Browett, la fille de Paul, subit des brûlures au 3e degré sur environ 70% de son corps, nécessitant l'amputation de 8 doigts et plus de 20 chirurgies. 27 des 31 personnes blessées dans l'éruption ont des brûlures sur plus de 30% de leur corps. Les services de santé néo-zélandais sont dépassés. Le premier décès confirmé est celui d'un homme local, Eden Marshall Inman, l'un des guides qui faisait visiter l'île aux touristes. Et Eden, qui adorait cette île, y était déjà venu un nombre incalculable de fois. À ce moment-là, l'île est toujours active, et les corps de ceux qui n'ont pas survécu restent là-bas, parce qu'il est trop dangereux d'y retourner.
Et pendant plusieurs jours, des familles attendent des nouvelles sans savoir si leur proche est mort ou simplement blessé et hospitalisé quelque part. Les autorités restent prudentes car les experts estiment qu'il y a plus de 50% de chances qu'une nouvelle petite éruption se produise sur l'île. Mais 4 jours après la catastrophe, le 13 décembre, une équipe spécialisée de 6 hommes et 2 femmes passe jusqu'à 4 heures sur l'île, bravant des conditions dangereuses afin de récupérer 6 corps. Notons que le corps de 2 des victimes n'ont jamais été retrouvés. Ils ont probablement été emportés par la mer. L'éruption volcanique du 9 décembre 2019 a finalement causé 22 décès et 22 survivants grièvement blessés. La première victime officiellement identifiée est Crystal F. Browitt, 21 ans, l'Australienne qui était venue en vacances avec son père et sa sœur. Parmi les victimes figure aussi Tipen Mangi, 24 ans, le jeune guide néo-zélandais qui a perdu la vie comme son collègue Eden. Il était beaucoup moins expérimenté que lui et n'a pas survécu non plus. Mais des familles entières ont aussi été décimées, comme les Langford, l'une des familles australiennes. Anthony, sa femme Christine et leur fille cadette Winona ne s'en sont pas sortis. Et seul Jesse, leur fils, a survécu au prix de grandes blessures. L'autre famille australienne, les Browitt, a aussi été durement touchée. Paul, le père, et Crystal, l'une de ces 2 jeunes filles avec qui il était en compagnie, ont péri sur l'île. Seule Stéphanie, son autre fille, a réchappé à la catastrophe. Paul Browitt avait insisté pour que sa fille Stéphanie soit secourue avant lui. Et il s'est accroché à la vie pendant plus d'1 mois avant de décéder dans un hôpital. En ce qui concerne Madame Browitt, la mère, elle avait préféré rester sur le paquebot Ovation of the Seas. Elle avait décidé de ne pas aller sur le volcan ce jour-là, et ce choix lui a sauvé la vie. Matthew Hurley et Lauren Barham, un couple de jeunes mariés américains originaires de Richmond en Virginie, ont aussi été gravement blessés. Mais par chance, ils ont survécu. Au total, 22 touristes ont succombé à l'éruption. Comme Julie Richard et sa fille qu'on voit sur cette photo à côté du guide Aidan Marshall-Inman, Gavin et Lisa Dallow, un couple originaire d'Adélaïde en Australie, et leur fille Zoé, âgée de seulement 15 ans. Et la liste continue. Les survivants porteront eux des cicatrices toute leur vie, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le plus choquant dans cette histoire, c'est qu'avant l'éruption du mont Wairakei, Wat Island, des scientifiques avaient commencé à s'inquiéter. En octobre 2019, les tremblements sismiques et les taux d'émission de dioxyde de soufre avaient atteint leur plus haut niveau depuis 2016, ce qui indiquait une probabilité accrue d'éruption. Le 18 novembre 2019, l'agence Géonet avait élevé le niveau d'alerte volcanique à 2, signifiant une activité volcanique modérée à renforcer. Et pour comprendre ce que ça veut dire, le niveau suivant, le niveau 3, correspond à une éruption active. Autrement dit, le niveau 2 est le plus haut niveau possible avant qu'une éruption soit effectivement en cours. Le 3 décembre 2019, Géonet avait signalé un regain d'activité sur l'île. Et pourtant, elle était restée ouverte aux touristes et les excursions avaient continué. Parce que selon les opérateurs et les autorités, aucun signe ne prédisait une éruption imminente. Ils avaient l'habitude que le volcan soit actif sans qu'il n'explose pour autant. Et ils avaient techniquement raison. Même si les scientifiques avaient remarqué une activité volcanique accrue, ils ne voyaient aucune indication qu'une éruption était imminente. Car il est vrai que ce type d'éruption dite phréatique est imprévisible. En décembre 2019, la police néo-zélandaise lance une enquête sur la catastrophe. Et les organisateurs de l'excursion fatale et Wairakei Management Limited, la société néo-zélandaise propriétaire de l'île, sont poursuivis au pénal. Durant le procès, la procureure Christy McDonald déclare devant le tribunal que les passagers du bateau de croisière n'ont reçu aucune information sur la santé et la sécurité avant de commencer la visite du volcan, et que la société de gestion de l'île avait failli à son devoir de protection envers les touristes. En mars 2024, Wairakei Management Limited, propriétaire de l'île, est jugée coupable et condamnée à une amende de plus de 1 million de dollars néo-zélandais. Elle doit aussi verser presque 5 millions de dollars en réparation. Du côté des victimes étrangères, des poursuites sont aussi lancées contre Royal Caribbean, l'opérateur du bateau de croisière. Stephanie Browitt et sa mère Mary poursuivent Royal Caribbean pour ne pas les avoir avertis des risques croissants d'éruption. Matthew Hurley et Lauren Barham, les jeunes mariés, déposent aussi une plainte contre Royal Caribbean, ID Tours et White Island Tours pour négligence auprès d'un tribunal américain. Pour finir, depuis la catastrophe de décembre 2019, les visites sur l'île ont été suspendues. Et Wairakei, Wat Island est désormais fermé au public. En décembre 2022, un groupe d'une 20aine de personnes,
des membres des familles de victimes, des survivants et des premiers intervenants est retourné sur l'île pour y poser une plaque commémorative en hommage aux 22 victimes décédées. Pour les survivants, la vie n'a plus jamais été la même. Jesse Langford, qui a perdu toute sa famille lors de cette journée tragique, a tout fait pour remonter la pente. Il a soigné ses blessures et tout mis en œuvre pour envisager une nouvelle existence, peut-être heureuse. Annie Lou, une autre victime qui travaille dans l'industrie de la mode, a dû elle prendre du temps pour se soigner et ne pas pouvoir y retourner. Et cette femme qui n'a pas voulu montrer son visage déclare que l'éruption l'a changée autant physiquement que mentalement. Kelsey Waghorn, la guide, a elle écrit un livre sur son expérience, Surviving White Island. Et cette femme souffre encore de séquelles physiques et psychologiques de la catastrophe. Mais aujourd'hui, il y a toujours des questions qui persistent. Comment a-t-on pu laisser des touristes à pied sans possibilité d'évacuation rapide sur un volcan actif maintenu en alerte de niveau 2, sachant qu'en plus on ne les avait pas informés correctement du danger réel? Une telle négligence est difficile à comprendre. La catastrophe de White Island n'est pas juste une tragédie naturelle. C'est aussi le résultat d'une série de mauvaises décisions humaines. Et il faut espérer que ce genre de drame ne se reproduise plus jamais dans l'avenir. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et vous? Avez-vous déjà visité un volcan? Partagez vos anecdotes en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci d'encourager et de soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu avant de booster la vidéo. Et si vous pouvez aussi partager cette vidéo et vous abonner, ça serait vraiment top. Je vous dis un tout grand merci. Pour ne rater aucun des prochains rendez-vous, activez dès maintenant la cloche des notifications. Merci de faire partie des premiers abonnés de l'aventure et à la prochaine.